On m'entend bien? Vas-y, Ok. vas-y. Bonjour, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Il y a un certain nombre d'idéologies qui ont été abordées, le socialisme, le communisme, le libéralisme. Aujourd'hui, on est confronté à un certain panel de partis politiques, le NPA par exemple, le socialisme républicain, puis j'en oublie. Euh, j'ai l'impression, globalement, dans ce panel, qu'on a à peu près la même idéologie qui est véhiculée. Donc social-libéralisme, même si il l'appelle différemment, il se revendique du gaullisme ou du bonapartisme ou j'en sais rien. Comment vous expliquez le fait que dans ce panel, en fait, on a une forme de, comment dire, d'idées communes, d'idéologie commune qui est véhiculée au travers de noms de partis différents, alors qu'on n'a pas la même pluralité d'idéologies au sein d'un nombre, de partis politiques différents. Ils viennent tous de la même matrice, ils viennent tous de la même classe sociale. C'est simple. C'est la bourgeoisie. Voilà. C'est la bourgeoisie libérale. C'est tout. Que ce soit au niveau individuel, au niveau des classes sociales ou au niveau institutionnel. On est dans ce système-là, donc c'est tout à fait cohérent. Et c'est pour ça que le NPA, ils sont républicains. Hein, d'une certaine manière, ils sont dans l'arc républicain. Donc ce ne sont pas des radicaux ou je ne sais quoi. Sorel, lui, il était sur l'anti-compromission, donc pas de compromission avec les partis politiques. Hein, puisque c'est l'outil. Après, on peut avoir des stratégies, on peut réfléchir, tu vois, mais moi, je te donne la conception, tu vois. Moi, je ne suis pas un anti-parti politique primaire, tu vois. Je suis pragmatique. Je me demande comment on fait pour agir dans la période dans laquelle on est. Peut-être qu'il faudra en passer par les urnes, oui, peut-être. La première question est toujours la plus difficile. Il y en aurait une deuxième éventuellement? Je vous ai prévenu, je vais passer la parole à Jean-Emmanuel. Tant pis pour vous. Tu veux répondre sur la question qui est... Voilà. Allez, encore une demi-heure. Moi, j'ai fait court. Hein. Oui, non, mais et d'ailleurs, ma réponse ne serait pas très éloignée de cela. Comment expliquer? Moi, pour parler rapidement, plutôt de la gauche, parce qu'on peut comprendre... Je vais m'imposer plutôt sur Michéa. Michéa parle d'une très bonne réflexe d'expression par rapport à l'équipe de France. On disait avant les tricolores, aujourd'hui on dit les bleus. Eh bien, on peut faire la même chose pour le paysage politique. À l'époque, nous parlons d'ailleurs du cercle Proudhon et de Sorel. Il y avait en France, on peut dire, une France tricolore, une France rouge, une France bleue, républicaine, et une France blanche, royaliste. Qu'est-ce qu'il va se passer finalement pour que, et finalement, tout le monde se fonde aujourd'hui, hormis le NPA, quoi que vous en dites, que tout le monde se fonde aujourd'hui dans ce bleu républicain, parce que finalement, ça me fait de mal à le dire, hein, mais l'UMPS, que dit le FN, même le Front National, n'a que de cesse de s'inclure dans le système républicain. Bref, qu'est-ce qui fait qu'au final, et que je rappelle qu'à une certaine époque, Le Pen père, ils étaient eux aussi très libéraux, donc ils avaient aussi cette idéologie libérale, ce qu'un changement de façade avec Marine Le Pen. Bref, oui, mais c'est quand même une dynamique. Ça veut bien dire que tous les partis, même ceux d'extrême droite, finalement, arrivent à cette idéologie libérale. Donc Michéa en fait la cause, en explique la cause pour la gauche. Moi, je vais expliquer pour la gauche parce que faire pour toute l'histoire de France, et je le ferai très simplement. À partir de l'affaire Dreyfus, il y a eu l'affaire Dreyfus qui est un combat donc pour l'innocence du capitaine Dreyfus. Il y a eu une compromis de classe qui devait être de circonstance entre la bourgeoisie républicaine progressiste et le mouvement ouvrier. Qui, rappelons, le mouvement ouvrier, comme le dit très bien encore une fois Michéa, n'était ni de gauche ni de droite. Il était socialiste. Parce qu'être gauche et de droite à l'époque, c'était pour être un bourgeois de gauche, on pourrait dire, être un bourgeois de droite. Voilà. La droite, c'était les monarchistes, les conservateurs, et la gauche, c'était les républicains, jusqu'aux républicains radicaux. Donc les socialistes, les ouvriers n'étaient pas dans cette mouvance-là, ils étaient socialistes. Il y aura une compromission donc entre le bleu, si vous voulez, et le rouge de circonstance entre l'affaire Dreyfus. Première compromission de circonstance. Deuxième compromission de circonstance avec le Front populaire. Les Fronts populaires, je vous invite à relire George Orwell, socialiste très critique lui aussi, qui va revenir sur ces gageures du Front populaire, qui vont aussi transformer cette compromission de classe entre bourgeois et mouvement ouvrier, une compromission de classe qui devait être de circonstance, l'affaire Dreyfus ou l'antifascisme selon l'époque où nous nous trouvons, mais qui vont être de plus en plus des compromissions
permanente. Et au final, on en arrive à ce rouge qui va se diluer de plus en plus dans le bleu et qui va au final perdre de plus en plus pour plein de causes, évolution sociologique, etc., qui va de plus en plus s'écarter de la lutte des classes, justement, en faisant la négation de la lutte des classes, et va se fondre dans cet idéal républicain. Pour illustrer cette évolution, regarde l'évolution, par exemple, ne serait-ce même des terminologies du Parti communiste, des terminologies même du socialisme, les mots même socialisme, communisme, peuple, lutte des classes, capitalisme, Marx disparaissent au profit de quoi? De citoyens, d'égalité, de république. Il y a bien là une transformation qui est pour moi... De femmes, d'immigrés, jeunes, Voilà, merci. homosexuels. Voilà. Il faut dire les mots. La précision. Mais là, Regarde le programme. là, c'est plutôt un autre problème. Je rappelle le problème des questions sociétales. Mais ce qui impliquera donc cette évolution et qui fait qu'on aura une uniformité des couleurs. Voilà. Entre autres, hein, c'est une explication parmi d'autres. Et c'est une explication parmi d'autres. Pierre, une conclusion là-dessus éventuellement? Non, pas là-dessus. Moi, je suis d'accord sur les principes de Michéa. Il n'y a pas de problème. C'est un auteur que j'aime bien. Hein. Très bien. Donc, non, pas de souci. Bah, écoute, voilà, on t'a répondu. Ils sont tous bourgeois. Enfin, tous bourgeois. Ils sont issus de la même pensée bourgeoise. Ils sont tous libéraux. Ils sont européistes. Les bourgeois. Passons le micro. Ce qu'il faut bien comprendre, Ils sont tous francs-maçons. Ils sont soumis. Quand ils sont pas juifs, ils sont soumis au sionisme, effectivement. Hein. Dans le principe même marxiste. Atlantistes. Dans le principe même marxiste, le principe même que je partage, je fais 30 secondes, très simplement, en quoi la société est divisée? Entre ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui n'ont que pour vivre que leur force de travail, les prolétaires. Voilà. On pourra discuter, après on peut discuter de cela, mais la division est là. Et c'est cette division aujourd'hui qu'on nie par le nationalisme, par le républicanisme, etc. Il a fait que 15 secondes. J'ai une question au fond. Je ne vois pas en quoi le nationalisme est une négation de cette division. Non, encore une fois, je vais te réexpliquer la théorie des antagonistes s'il faut. Bonjour, ouais, une question pour Jean-Emmanuel. Ah bah bravo, alors moi je me déplace. Ouais, c'est lié aussi. Je voulais te demander en fait pourquoi. Est-ce que ça ne te gêne pas de te revendiquer d'un parti politique, donc le NPA, qui justement, comme tu dis, n'ouvre pas le débat comme égalité-réconciliation ou l'extrême droite, si tu fiches d'extrême droite. Donc, est-ce que ton travail, que tu apparemment fait très bien, ne serait pas plutôt à faire à l'extrême gauche pour ouvrir le débat, comme l'a fait le Cercle Proudhon à l'époque? C'est assez gênant, je trouve, qu'il n'y ait pas de débat entre l'extrême gauche et l'extrême droite, plus souvent, honnête, comme vous l'avez fait là, je pense. Moi j'en serais ravi, mais ça serait une perte de temps pour notre ami incroyable, parce qu'il va se heurter à un plafond de verre qui, s'il ne l'a toujours pas compris, va lui causer des désillusions. Voilà. Et moi, qui suis un pragmatique, je dis qu'il faut voir qu'est-ce qui pèse le plus actuellement en France pour faire bouger les choses, c'est tout. Donc, quel est le mouvement qui est le plus en pointe? Voilà, la tête de gondole de la dissidence, c'est égalité et réconciliation. Voilà. Donc, moi, je suis à égalité et réconciliation pour ça, mais aussi parce que c'est cohérent, pour tout un tas de raisons, tu vois. Mais si on veut faire bouger les choses, il faut aller où ça pèse aussi un petit peu. Voilà. Donc, après, ça se crée, et puis ça c'est en construction. Oui, mais pour le côté chevaleresque, on organisera le match retour. Oui, mais il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Au contraire, je serais heureux de leur tendre la main, mais j'y crois pas un instant. Je vais pas raconter ma vie, mais ma famille majoritairement est de droite gaulliste, on va dire. Il n'y a que mon père qui était à gauche mitterrandiste, qui a ensuite évolué justement aujourd'hui vers le NPA. Je ne vais pas aller au NPA sur son influence-là. Le NPA n'est pour moi qu'un outil. J'en fais pas absolument un absolu. Je suis très critique envers Besancenot, envers le NPA, envers les positions de NPA, envers tout ce que vous voulez. Finalement, le NPA est, je vais vous le dire clairement, dans l'échiquier politique, celui qui est le plus proche de mes idées. C'est tout. C'est pas, je vais dire que c'était le NPA. Donc tes idées, c'est la compromission avec le néolibéralisme? Absolument pas. Que propose à part ça, à part la compromission avec le néolibéralisme, que propose le NPA? Mais justement, il propose rien.
C'est ça le problème. Ah, donc tes idées, c'est rien. Voilà. Mais non, justement. Tes idées- Bah non, justement. Mais c'est cohérent, parce que comme tu as un point de vue assez utopiste, oui, tes idées, c'est rien, effectivement. Bah, non, justement, je pense que justement, en redéfinissant encore une fois le concept de lutte des classes, le concept de socialisme et le concept même de marxisme, on peut rêver à d'autres projets. Mais ça, encore une fois, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on aurait pu en parler. Moi, je considère que le marxisme est une sorte d'utopie, une sorte de romantisme, une sorte d'idéalisme. Voilà. Non, mais oui, mais c'est une conception. Enfin, il y a une espèce de mystique dans le marxisme, une espèce de dogme religieux, voilà, qui est très proche de la modernité en vérité. Il repose sur une micro. Bon, on débattra du marxisme. Ouais, moi, ça concernait surtout le cercle Proudhon. C'était pour savoir ce qui avait été fait, dit ou pensé dans le cercle Proudhon concernant les colonies. Savoir les colonies, savoir concernant l'Algérie. Alors, franchement, à proprement parler, ils n'en parlent pas. Franchement, je pense que ce qu'ils en disent, c'est que c'est la traduction de l'impérialisme de nos démocraties, des oligarchies et des démocraties bourgeoises européennes de l'époque, quoi. Voilà. Mais non, ils n'en parlent pas. Non, ils en parlent pas. On a une autre Le question. cercle Proudhon, c'est une grosse exégèse surtout de. C'est pas politicien, tu vois. C'est une grosse exégèse de la philosophie de Proudhon et de la philosophie de Sorel. Voilà, c'est de la philosophie politique, quoi. On en a une autre encore. Bon, bonjour. Je voulais Bonjour. que tu nous expliques le point de vue de Georges Sorel sur la violence. Car il a écrit sur l'idéologie de la violence. il me Réflexion semble. sur la violence. Ou réflexion, ouais. Et enfin, que tu nous expliques tout ça. Bah, en fait, si tu veux, c'est pour résumer, parce que je croyais l'avoir déjà fait dans la conférence, c'est en parfaite filiation avec la vision proudhonienne, qui est de considérer d'abord que la guerre est un mouvement vivant, voilà, que ça fait l'esprit guerrier fait pleinement partie de la vie. C'est le bouquin de Proudhon qui s'appelle La guerre et la paix. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est un va-t-en-guerre, tu comprends ? C'est que c'est une dynamique. Voilà. Encore une fois, c'est quelque chose de mobilisateur. Et Sorel prolonge ça en le transposant dans la vie sociale. C'est-à-dire que pour lui, les syndicats, puisque c'est la problématique de l'époque, la problématique sociale de l'époque, les syndicats doivent incarner au maximum les sentiments vivants, et notamment par la violence, qui est l'antithèse du monde bourgeois, qui est anti-violent, tu vois. Alors qu'en fait, et que le monde bourgeois qui est une hypocrisie totale, parce que c'est le monde le plus violent qui soit, en fait. C'est le monde le plus brutal qui soit, tu vois. Mais il y a une distinction entre l'hypocrisie libérale bourgeoise et l'esprit guerrier, tu vois. C'est pas exactement la même chose, tu vois. C'est pas, il y a la barbarie d'un côté, parce que le totalitarisme libéral, c'est une barbarie, vraiment. Et la guerre, tu vois. La guerre, c'est pas forcément une négation de l'autre. Encore une fois, je reviens là-dessus. Donc les réflexions sur la violence, c'est tout un tas de réflexions sur comment pousser les syndicats à l'action. Et voilà, surtout ne pas tomber dans le piège du pacifisme et des choses comme ça. Mais il ne s'agit pas de tout détruire, ou, tu comprends ? C'est pas cette problématique-là. Si on veut changer de système, quelque part, à un moment donné, on va être obligé d'être violent, quoi. Comme on dit, le pouvoir, ça se prend, quoi, ça se demande pas. Ouais. Après, c'est une dimension aussi, la violence, tu vois. Mais pour lui, c'est l'action, en fait. Voilà, tu vois. Au niveau de la violence, il y avait deux choses qui me venaient à l'idée. C'est le mensonge en soi. Oh, excuse-moi. Le mensonge en soi, c'est quelque chose de très violent pour moi. Et pour d'autres personnes, c'est la vérité qui est violente. Donc la violence, c'est quelque chose, c'est un fait, ça existe. Après, c'est par rapport à quoi qui donne, et ça donne une dimension supérieure. Mais toujours par rapport à quelque chose, une quête de vérité ou une notion de mensonge. Voilà. Et je trouve que je vis dans un mensonge très violent. Dans un monde très violent par le mensonge, en fait. Le mensonge du monde bourgeois libéral, c'est très, très, très violent. Et je suis pas pour cette violence-là. Je suis pour une violence pour chercher la vérité. Celle-là ne me dérange pas, cette violence-là. Après, donc voilà, ça dépend. La violence peut faire peur aux gens en général, mais en soi, ça ne veut rien dire. Il faut toujours la mettre avec d'autres choses à côté, quoi. Moi, je préfère être violent pour la vérité. Voilà. Et on va finir là-dessus. Jean-Emmanuel ? Il y a Berthe qui avait très bien résumé là-dessus. L'Europe bourgeoise a eu en face d'elle l'Europe féodale, et on sait combien la confrontation était violente.
que vous voyez, que vous prenez les exemples dans l'histoire, la révolution des Provinces-Unies, la révolution communale en Italie, et puis récemment évidemment la révolution américaine et française. Et il disait aux syndicalistes et socialistes pacifistes de dire, ben voilà, l'Europe bourgeoise a eu en face d'elle la violence de l'Europe féodale. Vous croyez que nous, à notre tour, nous aurons la violence de l'Europe bourgeoise, hein, donc il faudra évidemment pas éviter cette question-là. Je peux faire un mot de conclusion? Je t'en prie. C'est bon pour les questions? Bon, de toute façon, on peut discuter entre nous. Un mot de conclusion. Bah, merci à vous tous. Effectivement, on était peu nombreux, mais c'était, je pense, prolifique et stimulant, j'espère. Voilà. Je pense que ça donnera une petite vidéo sympa. Donc toujours, n'oubliez pas les bouquins. Et puis un mot de conclusion. Bah, j'ai pas envie de me répéter. Moi, je pense que les gens qui me comprennent me comprennent. Il n'était pas question pour les syndicalistes révolutionnaires de devenir nationalistes. Voilà. Je te réadresse cette formule. Et il n'était pas question pour les nationalistes de devenir syndicalistes. Chacun dans son camp, mais au maximum de son camp. Voilà, c'est ça. Et par contre, le dialogue est possible pour éviter de tomber dans le piège, voilà, de l'opposition frontale, voilà, qui actuellement est le piège que nous tend le mondialisme par la guerre civile. Voilà. Vous savez très bien que ce qui nous guette maintenant, c'est plus l'opposition entre les nationaux et les socialistes, c'est pas ça la vérité, hein. C'est l'opposition entre les communautés, et c'est ça qui nous guette, et c'est la destruction de la France. Donc maintenant, on hiérarchise les priorités, et c'est là que le travail d'égalité et réconciliation est, à mon sens, salutaire. Voilà. Et un dernier mot sur l'État, sur l'État-nation. Finalement, l'ennui ou l'ennemi, ce n'est pas l'État-nation. L'État est un outil, encore une fois. L'ennemi, c'est l'État démocratique. Parce que l'État démocratique est un anti-État. Il faut garder ça en tête. C'est un non-État, en fait. C'est une négation et du nationalisme et du socialisme. Hein, c'est ça la vérité actuelle. C'est un anti-nationalisme et un anti-socialisme. Voilà. Donc si on veut être cohérent, il faut garder ça en tête. Je vous remercie. On continue de discuter, et, toujours dans un esprit de réconciliation. Alors merci à Pierre, merci évidemment à Jean-Emmanuel. Voilà, donc Pierre de Brague, croqué en live, si tu veux bien lui offrir. Voilà, on va passer, si vous voulez bien, à la vente des livres qui nous soutiennent et aux dédicaces. Je vous remercie et je vous rappelle, nos prochaines conférences est sur notre site culpop.fr. Merci énormément d'être venus.